Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine de Suchitaui à notre invitée Laetitia Cook-Genovese. Bonjour. La toute nouvelle fin de présidence en fait de l'association INSEM, c'est tout frais. On va retracer un petit peu avec vous votre parcours. Vous avez décidé donc de quitter l'association pour des raisons, la présidence de l'association pour des raisons personnelles. C'était vraiment un investissement de tous les instants, cette association INSEM, et vous avez décidé de la créer pour des raisons précises. Vous avez avancé avec elle, vous l'avez faite grandir. Oui, bien sûr. Alors évidemment, ces dernières années, l'investissement était moindre parce que on a la chance d'avoir une équipe de salariés qui est constituée. On a pu également avoir un poste de direction pour gérer l'équipe au quotidien. Et puis on a un conseil d'administration, un bureau collégial dans lequel il y a beaucoup de compétences, beaucoup d'engagement. Donc ces dernières années, je dirais que la charge est moins lourde. Mais en revanche, elle l'a été pendant toutes les années précédentes. Et oui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, j'éprouve vraiment le besoin de prendre du temps pour moi, de retrouver une forme d'équilibre personnel, parce qu'en effet, ça a été un engagement total, absolu, de tous les instants au cours des 17 dernières années. Et bien sûr, ça commence à peser. Alors, quand vous décidez de créer cette association, quand on revoit les images, quand on rembobine le film, on vous voit y compris aller au contact direct des gens dans les immeubles, dans les appartements. Ouais. Il a fallu prouver que finalement, il y avait ce besoin-là. Il a fallu en tout cas répondre aux besoins des familles parce qu'il existait véritablement ce besoin. Dès que l'association a été créée, tout de suite, il y a eu beaucoup de sollicitations, davantage que ce que j'aurais imaginé d'ailleurs au départ. Et oui, en fait, au début, moi j'étais toute seule et puis j'avais bien sûr un travail, une vie de famille. Donc j'essayais de faire ça sur mon temps libre. Donc, c'est-à-dire le soir ou les week-ends, les jours fériés. Et puis, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de bureau. Je faisais tout ça chez moi. Et donc, je ne pouvais pas recevoir les gens dans ma cuisine quand même, c'était limite. Donc, c'est moi qui allais chez eux, les aider à remplir des formulaires ou les accompagner. Et en effet, je faisais un peu du porte-à-porte. Quand les gens m'appelaient, j'allais chez eux. Alors, évidemment, quand c'était possible, à Ajaccio ou dans la région ajaxienne. Et au-delà, c'était beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait structurer la démarche et que face à un tel besoin, face à autant de familles qui avaient des difficultés pour accéder à des soins sur le continent, la petite bénévole que j'étais, qui avait quelques heures à consacrer le soir ou le week-end, ça ne suffirait pas. Et donc, vous avez avancé pas à pas. Il a fallu aller taper à des portes, il a fallu aller ouvrir des portes, des collectivités, des partenaires, Ouais, et alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, les premiers temps, les pouvoirs publics ont été très difficiles à convaincre. On me disait à l'époque qu'il aurait été plus simple d'avoir ouvert en Corse l'antenne locale d'une structure nationale. C'était plus sécurisant, c'était plus simple. Mais là, une structure nouvelle, créée ex nihilo, à partir de rien, en Corse, au niveau local, on demandait de faire ses preuves d'abord. Voilà. Avant d'avoir des financements publics, il fallait faire ses preuves. Il fallait aussi montrer que ce qu'on faisait était fait avec sérieux. On m'a aussi demandé, du coup, voilà, et c'est un petit peu comme ça que les choses ont commencé, de jouer le jeu de la médiatisation, c'est-à-dire de montrer qui était derrière, d'être transparent, de montrer que ce qu'on faisait était structuré. Et donc, comme l'argent public ne venait pas les premières années, il a fallu être inventif et il a fallu compter sur la solidarité des Corses dès le début. Donc, en fait, très vite, les familles qui avaient pu être soutenues avaient à cœur de rendre l'appareil. Donc, selon leurs compétences ou leurs talents, à qui avait un restaurant, on pouvait faire un repas caritatif, ou à qui avait un club de foot et faisait un tournoi, des choses comme ça. Donc, c'est plutôt des manifestations organisées par des particuliers qui ont permis au début de lever des fonds, des petites sommes. Hein. Puis ensuite, des manifestations qui me proposaient de tenir des stands gratuits pour collecter des fonds. Donc ça n'a pas été simple. Hein. Il y a eu des week-ends entiers pour récolter moins de 200 €. Hein. Il fallait se faire connaître, il fallait expliquer aux gens ce qu'on faisait. Et puis, je vous disais aussi, il a fallu être inventif. Et moi, j'avais à cœur aussi parce que... Il y a beaucoup de personnes qui étaient engagées dans le monde associatif, qui m'avaient donné des conseils, des gens qui étaient là depuis longtemps. Et j'avais à cœur, en gros, de ne pas marcher sur leur plate-bande. Je trouvais qu'il fallait vraiment essayer de faire des choses différentes, de ne pas aller court-circuiter des manifestations qui existaient depuis longtemps. Et donc, je cherchais quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que lorsque j'avais appris l'existence de l'arrondi, qui existait à l'époque vraiment beaucoup à l'étranger, en Amérique latine, ce n'était pas très développé en Europe.
Eh bien, j'avais proposé à l'époque à Séraphin Lucian, qui était le DG du groupe Codim, qui gérait tous les magasins Casino de Corse, de le mettre en place. Je trouvais que le principe de proposer aux Corses de donner quelques centimes à la caisse, c'était indolore. Ça permettait à chacun de faire le geste. C'était pas grand-chose. Et en même temps, si la mayonnaise prenait, ça permettait de collecter des fonds importants. Donc voilà, ça m'a poussée à être inventive et à trouver des solutions un petit peu nouvelles. Merci beaucoup, Laetitia. On va vous retrouver demain. Très bien. Bonjour, bienvenue, c'est Laetitia Cucchi-Genovesi qui est notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour. On retrace donc votre parcours à la tête à la présidence de l'association INSEM. On parlait de l'arrondi hier, c'est vrai que c'était une révolution quand même. Hein. Oui, c'était vraiment novateur. Lorsqu'on y avait travaillé avec le groupe Casino, on était vraiment les premiers en France à vouloir mettre en place ce système. Je me demande, je crois qu'on s'était fait doubler sur la ligne d'arrivée par le réseau Franprix, je crois, qui avait ouvert les dispositifs arrondis avant nous sur le continent. Et au final, on était les deuxièmes en France à le faire. Et puis depuis maintenant, c'est un geste de solidarité du quotidien qui s'est énormément développé. Aujourd'hui, nous, on a la chance de poursuivre avec Auchan, puisque le groupe a changé d'enseigne. Et voilà, c'était un moyen novateur de collecter des fonds. Est-ce que vous vous souvenez de la première personne, la première famille qui est venue vers vous, qui vous a sollicité? Oui, c'était un couple de personnes âgées, que j'avais été voir chez eux d'ailleurs. La dame avait beaucoup besoin de soins pour aller sur le continent. Ils étaient un petit peu dépassés par toute la paperasserie, toutes les démarches administratives qu'il fallait faire, puisque c'est une des difficultés que rencontrent les Corses lorsqu'il faut accéder aux soins, c'est qu'on n'a pas la possibilité de partir comme ça. Le Code de la Sécurité sociale impose qu'il y ait une demande d'accord préalable de l'assurance maladie, donc on ne se rend pas compte, mais lorsqu'il y a une très mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus, lorsqu'on est un peu âgé ou lorsqu'on n'est pas à l'aise avec l'administratif, c'est vraiment très compliqué, très complexe à organiser, donc j'allais chez eux pour les aider. Ouais. Et le premier partenaire? Le premier partenaire, là, comme ça, je ne sais plus. Au tout début, là, j'ai du mal à me rappeler. Peut-être des associations, peut-être aussi. Vous disiez des familles qui, finalement, vous ont rendu aussi... Alors, c'est sûr. Les familles, c'était vraiment les personnes qui organisaient tout de suite des choses pour nous. Je crois qu'il y avait aussi la foire de Porto Vecchio qui nous avait proposé de tenir un stand assez vite. La foire de Bocconiane aussi, qui était dans les premiers, je pense, à être à nos côtés et à nous aider à collecter des fonds. Mais ça s'est assez vite développé de ce point de vue-là. Et donc, beaucoup de gens vous ont rejoint. Oui. Et vous preniez cette métaphore du colibri à chaque fois. Elle vous a accompagné tout au long de ces années. Oui, la métaphore du colibri, moi, je la trouve très belle. C'est une légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y avait un très gros incendie de forêt et que tous les animaux étaient effrayés, partaient en courant et que donc même les plus gros, les éléphants ou les plus courageux, les lions, tout ça, ils étaient tous complètement pétrifiés. Et puis à côté de ça, il y avait un colibri, donc un petit oiseau qui faisait des allers-retours incessants avec une goutte d'eau dans le bec pour jeter sa goutte d'eau sur l'incendie. Bon, les autres le regardaient faire, un peu ahuris. Et au bout d'un moment, il y en a un qui lui a dit « Mais ça va, tu n'en as pas marre de faire ces allers-retours, c'est complètement illusoire, c'est inutile ce que tu fais avec ta goutte d'eau, tu vas pas éteindre le feu. » Et lui, il leur répond « En tout cas, je fais ma part. » Et donc, je trouve que c'est très beau et parfois, lorsqu'on est bénévole, lorsqu'on est très engagé dans le monde associatif, il y a des moments difficiles, hein, il y a des moments très difficiles et aussi parfois un peu de découragement. Et nous, notamment dans le secteur dans lequel on est, moi je vous avoue que les rares fois, parce qu'heureusement c'est rare, mais c'est arrivé, où notamment il y a des enfants qui sont décédés, des enfants qu'on accompagnait, le découragement était quasi total. Moi, à plusieurs reprises, j'ai eu envie de tout arrêter parce que je me disais à quoi bon. Et puis voilà, je me rappelais sur ça, je me disais non mais au moins on fait notre part. Évidemment, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout sauver, on ne peut pas aider tout le monde, mais on fait notre part. Et si chacun fait sa part, si chacun est un maillon de la chaîne de solidarité, eh bien en effet, elle se développe de manière tellement importante qu'on peut soulever des montagnes. Des moments de découragement, il y en a eu, vous l'avez dit? Oui, il y en a eu, et je vous dis notamment lorsqu'il y a eu des décès d'enfants, ça m'a vraiment bouleversée. Et puis ensuite, je me suis reprise en voyant la dignité des familles et la volonté que les familles avaient de nous dire non, surtout continuez, parce que grâce à vous, toute la famille a pu être réunie au chevet de cet enfant, on a pu l'accompagner du mieux possible. Et en fait, c'est eux qui nous ont donné la force de continuer. Et oui, ça a été des moments éprouvants. Le nom d'INSEM, comment vous l'avez choisi?
Tous ensemble, évidemment, mais pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Parce que, en fait, dès l'origine, et bien avant d'imaginer ce que la démarche d'INSEM allait devenir et à quel point elle allait avoir le soutien de toute la Corse, de toute la société civile, de toutes les familles, et même si elle est née au départ d'épreuves très personnelles, je ne l'imaginais pas comme une démarche qui m'appartenait ou comme une démarche qui était celle de ma famille. Voilà. Pour moi, ça ne pouvait être qu'une démarche collective. On ne pouvait la construire que d'un point de vue collectif. Et puis, évidemment aussi, moi, j'avais le sentiment que face à la problématique des déplacements médicaux sur le continent, on était un peu traités comme des citoyens de second rang. C'est-à-dire vraiment parce qu'on vivait en Corse, parce qu'en Corse, il n'y avait pas l'offre de soins suffisante et qu'on devait partir, tout était plus compliqué pour nous, tout était plus cher, tout était plus fatigant. Et donc, je me disais, finalement, c'est une problématique qui n'est spécifique qu'à notre île, qu'à la Corse. Donc, le collectif et la Corse, ça a fait INSEM assez naturellement. Merci beaucoup, Laetitia. À demain. À demain. Bonjour Laetitia. Bonjour. Genovese. On vous accueille cette semaine pour parler de votre parcours au sein de la présidence d'INSEM. Et donc, il y a eu ces premières pierres posées, puis il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu des rencontres également avec ce parrain de l'association, qui a fait en sorte, Fred Testo, qui a fait en sorte aussi que INSEM soit connu de l'autre côté de la mer et pas seulement par les patients corses. Oui, tout à fait. C'est une magnifique rencontre de quelqu'un qui connaît la Corse, qui aime la Corse et qui vient très régulièrement et qui a voulu, à l'occasion des 10 ans de l'association, nous donner le petit coup de pouce supplémentaire pour prendre une dimension un peu plus nationale. Et il y a parfaitement réussi et surtout, il a réussi à lever des fonds extraordinaires pour nous, plusieurs centaines de milliers d'euros à lui tout seul, puisqu'il a une notoriété qui fait qu'on le sollicite souvent pour participer à des émissions télévisées, notamment lorsqu'elles sont organisées au profit d'associations. Et en plus, il a du talent et donc souvent il gagne. Donc on a vraiment, c'est une très belle rencontre et il apporte beaucoup à notre association. Et le fait que l'association maintenant elle est connue de l'autre côté de la mer aussi, on fait référence à INSEM à Marseille, à Paris. Oui, et puis récemment, ces derniers jours, il y a une multiplicité de demandes d'interviews de la part de magazines, enfin de journaux nationaux. Il y a eu Libération, RMC, France Inter, qui s'intéressent à la problématique des déplacements médicaux sur le continent. Je crois qu'en fait, c'est quelque chose que les continentaux ignorent. Personne n'imagine qu'à quelques heures du continent, il n'y a pas de CHU et que la plupart des familles sont contraintes de se déplacer pour accéder à des soins. C'est une réalité qui est très méconnue. C'est une des spécificités de la Corse qu'ils découvrent parfois lorsqu'un été en vacances sur le GR20, ils ont un problème et qu'ils finissent à l'hôpital et qu'on leur dit il faut partir parce qu'on peut pas, vous n'avez pas le spécialiste ici. Et donc c'est vrai que les gens ignoraient cette réalité-là. Et visiblement, ça commence à interpeller, à intéresser les gens. J'imagine aussi que c'est parce qu'il y a actuellement le projet de CHU en cours qu'on commence à davantage en parler, à Paris et ailleurs. Et ce qui est intéressant aussi, bien sûr, lorsqu'on connaît un peu plus l'association sur le continent, c'est qu'il y a aussi des Corses du continent ou des amis de la Corse qui peuvent avoir envie de nous soutenir parce qu'ils connaissent notre réalité. Donc, ça peut permettre de lever des fonds supplémentaires. Lever des fonds, proposer des appartements, proposer un accompagnement aussi, parce que le but de l'association, c'était aussi ça, c'était faire œuvre de pédagogie. Effectivement, il y a les fonds pour aider les familles et puis il y a pour faire connaître la problématique. Oui, alors nous, on a mis en place 3 missions. La première, c'était la mission d'information. C'est vraiment aider les familles lorsque le ciel leur tombe sur la tête, qu'il faut partir. On les aide dans les démarches administratives, on les aide à organiser le départ, à obtenir la prise en charge par la Sécu, parfois comment on appelle ça, le numéro d'accréditation, parce que maintenant, pour avoir le tarif résident, il faut le numéro d'accréditation, mais il y a des personnes qui parfois ne voyagent pas et qui n'ont pas ce numéro. Donc, dans l'urgence, il faut l'obtenir. Enfin, il y a tout un tas de démarches à faire. Donc ça, c'est vraiment, on renseigne les gens. Ensuite, lorsqu'on a renseigné les gens, ça ne suffit pas. La plupart du temps, il faut leur accorder des soutiens financiers pour financer ce qui n'est pas pris en charge par la Sécu, notamment l'hébergement et certains transports. Et ensuite, on a mis en place une mission de représentation. Là où on est un petit peu le porte-voix des familles, on est des militants qui défendent les droits, les intérêts des familles et qui se battent pour faire bouger les lignes. Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même pas normal que ce soit une association qui finance des nuitées ou des billets de transport pour des familles qui n'ont pas d'autre choix que partir. Et donc, c'est là qu'on siège dans toutes les instances où le législateur a prévu que les associations peuvent siéger. C'est là qu'on est dans un combat plus politique, plus militant. C'est grâce à ça notamment qu'après de très longues années de bataille, on a obtenu la prise en charge du second accompagnateur.
Voilà, parce que vous vous êtes battu aussi sur le point de vue politique. Ouais, c'était indispensable. C'était indispensable parce que comment accepter qu'un enfant, parce que parfois c'était ça. Hein. Moi, un jour, on a eu un coup de fil d'une assistante sociale qui accompagnait une famille dont la petite fille était partie avec la maman sur le continent parce qu'elle était malade. Et un jour, le papa a eu un appel. Le médecin lui a dit « Venez vite, il faut dire au revoir à votre enfant. La situation s'est aggravée, on ne pourra pas la sauver. » Et comme le billet de la maman avait déjà été payé par la Sécu, eh bien, pas de prise en charge pour le papa. Donc, cet homme, il avait reçu un coup de fil pour apprendre qu'il devait dire au revoir à son enfant, ce qui, je pense, quand même, est la chose la pire qui puisse arriver sur Terre. Et l'assurance maladie ne prenait pas en compte son billet parce que c'est comme ça. La règle nationale veut que lorsqu'un enfant est malade, il n'y ait qu'un des deux parents qui soit pris en charge. C'était complètement injuste. Et ce n'était pas non plus normal que ce papa doive venir vers une association et accepter l'aide d'une association. Ça me semblait terrible. Donc voilà, on s'est battu pour que quand les soins ne sont pas disponibles en Corse et que la famille n'a pas d'autre choix que de partir pour cet enfant, eh bien que les deux parents soient pris en charge, c'était quand même la moindre des choses. Merci beaucoup Laetitia, à demain. À demain. Bonjour, c'est Laetitia Cucchi-Genovesi qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour à tous. On a beaucoup parlé de l'association INSEM, dont vous quittez la présidence. On va recentrer un petit peu sur vous. Beaucoup d'heures de travail, beaucoup de nuits sans dormir, beaucoup de tout ça aussi. Ah oui, lorsqu'on a une activité professionnelle et qu'on est maman en plus, puisque l'association a 17 ans, ma fille en a 18, eh bien pour avoir un engagement autre, il faut le prendre sur le temps libre. Donc pendant toutes ces années, tous mes congés y sont passés, toutes mes pauses déjeuner, beaucoup de mes soirées et quasiment tous mes week-ends. Ouais. On vous voyait aux quatre coins de la Corse quand c'était pas sur le continent. On avait l'impression qu'il y avait des clones de Laetitia un peu partout. C'est un peu Martine en voyage, non, c'était Laetitia. Ouais, non, c'était... Vous avez dû en avaler des kilomètres. Ah oui, j'en ai avalé des kilomètres. Et oui, et je l'ai fait vraiment de tout mon cœur. Je ne l'ai jamais vécu comme un poids, ni comme une contrainte. Je l'ai fait vraiment, j'avais un moteur assez puissant à l'intérieur de moi. Qui fait que dès qu'une possibilité existait de récolter des fonds, j'y allais. Dès qu'on avait besoin de nous, j'y allais. Je ne pouvais pas dire non, c'était impossible. Bon, bien sûr, le revers de la médaille, c'est que je ne me suis pas écoutée, bien sûr, et qu'au bout de 17 ans, le corps souffre. Et que j'ai bien fini par être obligée de le reconnaître. Voilà, d'écouter son corps qui tirait les sonnettes d'alarme. Qui en a tiré beaucoup, notamment 2 très importantes, et là la 3e dernièrement, puisque j'ai été opérée du dos. C'était un sacré morceau aussi. Donc oui, voilà, obligé au bout d'un moment d'avoir une prise de conscience et de se dire qu'il faut un petit peu lever le pied. Voilà. Je disais, on vous voyait aux 4 coins de Corse, on vous voyait sur le continent aussi, avec ces caseros, et qu'il a fallu aller inaugurer, faire les travaux. Les idées, en fait, pour les financements, elles vous venaient d'où ? Ah, mais j'étais assez obsessionnelle, hein, je pensais qu'à ça. Donc, je cherchais dans tous les sens des possibilités. Et puis, alors les appartements... D'abord, les appartements, pourquoi on a acheté des appartements ? Parce que parfois, des gens nous posent encore la question. C'est parce que même si on arrivait à lever des fonds pour aider les familles à payer des nuits d'hôtel ou des locations Airbnb, il arrive des moments où tout est complet. Et donc, je donne souvent l'exemple de l'année 2024 à Marseille, où dans la même année, il y a eu Beyoncé, le pape, la Coupe du monde de rugby, les JO. Tout était complet. C'était impossible de trouver des hébergements. À Nice, très souvent aussi en période estivale, ou à Paris, il suffit qu'il y ait un grand salon, c'est très compliqué. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, enfin, on a de l'argent, et on ne peut même pas aider les familles parce qu'il n'y a pas de lieu disponible. Donc, au final, on s'est dit, cet argent, on va le consacrer à l'achat d'appartements qui vont être sacralisés. INSEM est une association. Elle n'a pas d'objectif de rentabilité. Si par chance, il n'y a pas de malades, les appartements sont vides, et on les garde vides pour les prochaines familles. Parce que là, bien sûr, dans le monde normal, lorsqu'on veut aller à l'hôtel ou dans Airbnb, les propriétaires, ils ne cherchent pas à comprendre si vous êtes malade, si vous êtes un touriste ou si vous venez pour le travail. Eux, ils veulent remplir. Vous n'avez pas de priorité. Alors que bien sûr, dans les appartements d'INSEM, la priorité est donnée famille. Donc ça, c'était un objectif. Et ensuite, pour le financer, moi, la première idée que j'avais eue, c'était le crowdfunding. À l'époque, ça se connaissait, c'était assez peu connu. Crowdfunding, en anglais, ça veut dire la foule qui finance. Donc, ça veut dire qu'on sollicite, c'est un peu comme le même ressort que l'arrondi, c'est de solliciter les gens en disant « donnez ce que vous pouvez ». Mais plus vous êtes nombreux à donner, plus on va arriver à avoir des sommes énormes. Et donc, on avait lancé une collecte qu'on avait baptisée « Un mois pour un toit ». Et bon, parce que je m'étais renseignée. Et 30 jours, c'est vrai que c'est le nombre de jours qui permet de collecter le plus. Au-delà de ça, ça s'essouffle un peu. Donc, on était sur 30 mois. Et on avait récolté, je crois, plus de 200 000 € en 30 mois.
Et on avait pu acheter le premier appartement comme ça. Ensuite, par la suite, on a pu acheter aussi un autre appartement grâce à Fred Testo, justement, qui veut gagner des millions, qui nous avait fait un don important. Et puis aussi de très nombreux virements de 50 € faits par de très nombreux Corses lorsqu'on lançait ces appels à la générosité. Et puis bien sûr nos partenaires qui continuent à nous suivre. Et donc aujourd'hui, à ce jour, on est propriétaire de 10 appartements, 6 à Nice, 2 à Marseille et 1 à Paris. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ils sont encore saturés, notamment à Marseille, puisque la plupart des Corses sont à Marseille. Et donc il va falloir continuer à en acheter. Merci beaucoup Laetitia, à demain. À demain. Bonjour, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Laetitia Cucchi-Genovese. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit hier, c'était un peu obsessionnel. Oui, légèrement. Est-ce que d'être un peu fou, ça aide ? Alors, je ne pense pas que j'étais folle, mais j'étais vraiment très, 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 très déterminée. Ça, c'est sûr. Très déterminée à ne rien lâcher, à se battre contre l'injustice qui frappe les familles. Parce qu'au final, les déplacements médicaux, à l'origine, le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a la maladie. Donc déjà, quand la maladie frappe la famille, notamment quand c'est des enfants, c'est déjà quelque chose qui bouleverse énormément. Et quand en plus, parce que vous habitez en Corse et que l'offre de soins n'est pas suffisante, vous devez partir, ça représente des sommes faramineuses. Il y a des démarches administratives complexes à établir. Il y a aussi beaucoup de fatigue, ces allers-retours, les heures à attendre dans les aéroports. C'est notamment pour ça qu'on s'est battu aussi pour qu'il y ait des salles d'attente, pour que les gens puissent attendre un petit peu au calme, de longues heures. En fait, c'est le parcours du combattant. Donc, et tout ça, c'est vraiment une double peine qui s'ajoute à la maladie. Et c'est complètement injuste, puisque les familles ne sont pas responsables du fait qu'il n'y a pas les soins dont ils ont besoin sur l'île. Donc, ouais, j'avais vraiment une détermination absolue à essayer de faire bouger les choses et d'alléger cette double peine. Voilà. Et vous disiez au départ, les élus, enfin les collectivités en règle générale, ils vous ont dit appuyez-vous plutôt sur une structure nationale. Ça vous a donné encore plus de... Oui, au début, non. Ils ne m'ont pas dit appuyez-vous, mais ils m'ont dit ça aurait été plus simple si la structure locale était appuyée sur une structure nationale parce que ça donne plus de garanties. Bon. Mais ce n'était pas adapté. Ben non, de toute façon, qui au niveau national allait penser à ça ? Personne. Je veux dire, là, on a réussi aussi à se battre pour que, avec le soutien de l'ARS, dans ce qu'on appelle le PRS, le Programme régional de santé, pour les années à venir, c'est un petit peu la Bible qui définit la politique de la Corse en matière de santé. Il n'y avait même pas la notion de parcours de santé Corse-Continent. Je veux dire, ça n'apparaissait même pas. C'était une problématique pourtant connue de tous les Corses, mais qui n'était pas versée au débat public, qui n'était pas... un sujet en tant que tel. Alors, ni en Corse, encore moins sur le continent. Qui allait penser à ça ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Laetitia ? Alors d'abord, je vais un petit peu me reposer. Et puis après, on verra. J'ai besoin pour l'instant de prendre du temps pour moi, pour ma famille et pour ma santé. Et voilà, après, je resterai toujours au fond de mon cœur une bénévole d'INSEM, évidemment. Et dès que ça ira mieux, je pense qu'on me verra tenir des stands à côté des autres bénévoles. Mais voilà, j'ai besoin pour l'instant de retrouver une forme d'équilibre personnel. Ces bénévoles, justement, ils ont été la cheville ouvrière aussi à vos côtés. Ils vous ont suivi dès le début, sans condition. Enfin, c'est le sentiment qu'on a eu vu de l'extérieur. Et oui, mais ça, c'est quelque part assez logique parce qu'en fait, lorsqu'on a connu dans sa chair ou dans sa famille la difficulté de ces déplacements, la douleur que ça représente, et qu'on a pu avoir une aide à ce moment-là, eh bien, automatiquement, à son tour, on a envie d'aider. C'est vraiment ça le ressort. Après, on a la chance aussi d'avoir des bénévoles qui ont la chance de ne jamais avoir été frappés par la maladie et qui simplement voient la réalité de notre démarche, de notre engagement, qui voient ces appartements qu'on a pu acheter, les soutiens qu'on peut apporter aux familles et qui, eux aussi, ont envie d'aider. Il y a bien sûr différents profils. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à rendre l'appareil. Ouais. Et puis, il a fallu, je pense, convaincre aussi sur l'intégrité de l'association. Oui, ça n'a pas été une des difficultés, mais vous avez incarné finalement cette mais c'est ça. En fait, comme elle était 100% locale, appuyée sur aucune structure existante, comme c'était nouveau, il a fallu l'incarner, il a fallu montrer qui était derrière tout ça. Il fallait rassurer, en fait, pour créer de la confiance. Donc nous, on est très transparents. Les livres de l'association sont ouverts. À chaque assemblée générale, n'importe qui peut venir, peut participer. Tout au long de l'année, on peut venir consulter nos comptes. On est reconnu d'utilité publique depuis 2019.
C'est une reconnaissance importante parce qu'elle nous permet de recevoir des legs et de donations, mais c'est aussi une grande responsabilité. On doit envoyer nos comptes tous les ans au ministère de l'Intérieur, ils sont passés au crible. On a l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Les Corses voient également de manière très concrète ce qu'on fait de notre argent, puisqu'ils voient qu'on achète des appartements. Ces appartements qui d'ailleurs vont perdurer. Et le dernier chantier, moi, sur lequel j'ai travaillé avant de quitter l'association, c'est la transformation de l'association en fondation. J'espère que ça va intervenir rapidement. La fondation permettra de sacraliser de manière inaliénable tout le parc immobilier de l'association, puisque ces 10 appartements, aujourd'hui, ça représente à peu près de 2 millions d'euros. Et c'est compliqué de continuer à gérer ça avec une association en loi 1901. Il vaut mieux sécuriser et passer dans le cadre d'une fondation. Donc oui, il faut faire œuvre de transparence, il faut que les Corses aient confiance, et je vais vous dire, c'est juste la moindre des choses. Lorsqu'on a la prétention de demander de l'argent aux gens, c'est quand même la moindre des choses de leur garantir qu'ils peuvent avoir confiance et que l'argent est bien utilisé. Et donc oui, bien sûr, c'était important et de l'incarner, évidemment. Merci beaucoup en tout cas Laetitia d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Merci à vous. On vous retrouvera bien sur les manifestations. Oui, très probablement. Et merci à l'équipe d'Alta d'avoir été aussi un soutien pendant toutes ces années. On ne le dit pas assez, mais le soutien des médias locaux a beaucoup compté aussi pour aider l'association INSEM. Donc merci à vous tous. Merci, à bientôt. À bientôt.